La pluie s'abattait sur Manhattan, transformant les rues en miroirs scintillants de néon. Un vent froid se faufilait entre les gratte-ciel, charriant l'odeur âcre du café brûlé d'un chariot de rue voisin. Julian Cross, trempé dans son costume Armani, traversait d'un pas rapide le parking souterrain de l'immeuble Cross & Barrett. La Patek Philippe à son poignet indiquait 22h47. Encore une longue journée de réunions privées, de contrats à $1 million et de poignées de main glaciales. Mais ce soir, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui, siroter un verre de scotch et oublier que le monde existait. Le garage était vide, à l'exception de l'écho de la pluie provenant de la rampe de sortie. Sa Bentley Continental se trouvait dans le coin le plus éloigné, brillant sous les néons. Il appuya sur la télécommande et les phares de la voiture clignotèrent. Mais au moment où sa main toucha la poignée de la portière, une voix sèche retentit depuis l'ombre. « N'entrez pas dans la voiture. » Julian sursauta et se retourna brusquement. Une petite silhouette se tenait à quelques mètres de là, vêtue d'une veste de concierge bleue. Son visage était dissimulé par une casquette de baseball, mais ses yeux brillaient d'un éclat intense, comme si elle venait de voir un fantôme. Dans ses mains, elle serrait un balai comme si c'était une arme. « Quoi ?» Julian fronça les sourcils, l'agacement perçant dans sa voix. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui crie dessus, surtout pas par une concierge. « Les freins ?» dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Elle désigna le sol en béton, où une traînée de liquide luisant serpentait depuis la roue avant de la Bentley. Quelqu'un a coupé les conduites de frein. Si vous conduisez, vous mourrez. Julian cligna des yeux. Son cerveau, habituellement programmé pour disséquer des contrats juridiques complexes, se vida. Il se pencha et examina le liquide. Cela ne ressemblait pas à de l'huile de moteur standard. C'était fluide, clair et dégageait une odeur chimique piquante. Son cœur s'accéléra. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en se redressant, essayant de garder son sang-froid. « Comment savez-vous ça » Mais elle ne répondit pas. Elle recula d'un pas, les yeux toujours méfiants. « Appelez un mécanicien. Faites vérifier la voiture. Ne la conduisez pas. » Puis, tel un fantôme, elle se retourna et se dirigea rapidement vers l'escalier de secours. Ses semelles en caoutchouc crissèrent sur le sol mouillé. « Et, attendez » cria Julian derrière elle, mais elle avait déjà disparu derrière la porte en métal. Celle-ci se referma dans un claquement, le laissant seul avec la pluie et les battements sourds dans sa poitrine. Il sortit son téléphone et appela la maintenance de l'immeuble. « J'ai besoin d'un technicien dans le garage, maintenant. » dit-il froidement. « Il y a un problème avec ma voiture. » 15 minutes plus tard, un technicien nommé Mike, vêtu d'une veste réfléchissante, s'accroupit à côté de la Bentley, le faisceau de sa lampe de poche balayant le châssis. « Bordel !» murmura Mike en secouant la tête. La conduite de frein a été coupée, une entaille nette, comme avec un scalpel. Si vous aviez descendu la 57e rue, cette voiture aurait foncé droit dans la circulation. Un frisson parcourut l'échine de Julian. Il n'était pas paranoïaque, mais ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait voulu sa mort, et sans cette femme, il serait monté dans cette voiture, aurait appuyé sur l'accélérateur et aurait probablement fini aux urgences, ou pire. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Julian en se tournant vers le gardien de sécurité du garage, un homme plus âgé nommé Sal, qui se tenait à proximité. « Qui » fronça Sal. « La femme, la concierge. Elle était là à l'instant. Elle a crié pour m'avertir. » Sal haussa les épaules. « Probablement Olivia. Olivia Reed. Elle fait le service de nuit. Elle ne parle pas beaucoup. Un peu bizarre, si vous voulez mon avis. » Olivia Reed. Julian répéta le nom dans son esprit, comme si c'était la pièce manquante d'un puzzle qui n'avait pas encore commencé. Il regarda de nouveau la Bentley, la traînée d'huile, la porte de l'escalier de secours derrière laquelle elle avait disparu. En tant qu'avocat, il savait que les gens n'agissaient pas sans mobile. Que savait-elle? Et pourquoi l'avait-elle sauvée? La pluie continuait de tomber, mais maintenant Julian sentait qu'elle ne faisait pas que traverser son costume. Elle érodait quelque chose de plus profond. L'armure qu'il s'était construite au fil des ans. L'illusion de l'invincibilité. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Le mardi matin, le bureau de Cross & Barrett au 47e étage du One Penn Center était baigné d'une lumière dorée.
Les parois de verre reflétaient la skyline de Manhattan, mais Julian Cross n'avait pas la tête à admirer la vue. Il était assis derrière son bureau en noyer, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable, où le rapport du technicien sur la Bentley restait ouvert. Coupure intentionnelle, disait-il. Pas un accident. La formulation clinique lui transperçait l'esprit comme une lame. Julian sirota son mug en porcelaine, rempli du coûteux café Blue Mountain que son assistante Claire avait toujours prêt, mais aujourd'hui, il avait le goût de l'eau. La femme nommée Olivia Reed, la concierge qui lui avait sauvé la vie, le hantait toujours. Il avait demandé à Sal, le gardien de sécurité du garage, de vérifier les horaires de travail. Olivia travaillait de nuit les lundis, mercredis et vendredis. Aujourd'hui, elle ne serait pas là, et personne ne savait où elle vivait. Il repoussa sa chaise, se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, le trafic sur la 7e avenue était plus dense que jamais, les klaxons retentissant par intermittence. Qui voulait sa mort? Et pourquoi Olivia, une étrangère, risquerait-elle sa peau pour l'avertir? La question tournait en boucle dans son esprit comme une affaire non résolue. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Le visage de Claire apparut à l'écran. Monsieur Cross, le juge Waller vient d'envoyer un avis. Une nouvelle action collective contre EcoSynthe. Le tribunal demande la documentation complète du procès de 2020 pour vendredi. Julian fronça les sourcils. EcoSynthe. Le nom ravivait un vague souvenir. En 2020, Cross & Barrett avait représenté le géant de la chimie dans une action collective à Millbridge, une ville industrielle à 2 heures de New York. Des familles y avaient accusé EcoSynthe de déverser des déchets toxiques, provoquant des cancers chez des dizaines de résidents. L'affaire avait été rapidement conclue, avec une décision en faveur d'EcoSynthe. Julian n'avait agi qu'en tant que conseiller, laissant David Harper, son partenaire de longue date, diriger l'affaire. Et maintenant, elle était rouverte? Pour quel motif la rouvrit-il? Demanda Julian, sa voix calme et tranchante. Une fillette de 7 ans de Millbridge, Emma Tate. Elle est décédée de leucémie le mois dernier. Sa famille prétend avoir de nouvelles preuves qu'EcoSynthe a dissimulé des données de toxicité. Ils ont engagé une équipe d'aide juridique pour rouvrir le dossier. Aide juridique. Ces mots firent marquer une pause à Julian. Il retourna à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et tapa « Olivia Reed » dans le système interne du cabinet. Aucun résultat. Il essaya sur Google, ajoutant « aide juridique » et « EcoSynthe » à la recherche. Un vieil article de presse de 2020 apparut, le titre lui glaçant le sang. Une avocate de l'aide juridique condamnée pour fabrication de preuves dans le procès EcoSynthe. Il cliqua sur l'article. Olivia Reed, 29 ans, autrefois une étoile montante de l'aide juridique, avait représenté les familles de Millbridge. Elle avait été accusée d'avoir soumis un rapport scientifique falsifié, ce qui avait discrédité les plaignants. Le tribunal l'avait condamnée à 18 mois de prison et sa licence d'avocate avait été révoquée. L'article incluait une photo granuleuse. Olivia, les cheveux tirés en arrière, les yeux féroces mais peinés, sortant du tribunal. Julian sentit son estomac s'enouer. La femme qui l'avait sauvée la nuit dernière n'était pas seulement une concierge. Elle avait été avocate, une avocate qui s'était opposée à Cross & Barrett, à David Harper, et elle avait tout perdu dans l'affaire même qui revenait aujourd'hui sur le tapis. Il se leva, attrapa son manteau et lança « Claire, trouvez David Harper. J'ai besoin de le voir. Maintenant. » David Harper était assis dans la salle de conférence. Son costume gris sur mesure lui allait parfaitement. À 52 ans, il avait toujours le charme d'un avocat de premier plan, des cheveux poivre et sel, un sourire confiant et des yeux acérés comme de l'acier. Mais aujourd'hui, Julian remarqua quelque chose d'anormal. David tapotait ses doigts sur la table, un tic inhabituel pour un homme qui contrôlait habituellement chaque détail. L'affaire EcoSynthe est rouverte, dit Julian en s'asseyant en face de lui. Pourquoi le tribunal demande-t-il les anciens dossiers? Et pourquoi n'en ai-je pas été informé plus tôt? David haussa les épaules, sa voix calme. Ce ne sont que quelques pauvres gens de Millbridge qui déterrent une vieille affaire. Ils n'ont rien de nouveau, Julian. Un enfant est mort, ils veulent un coupable. Nous avons gagné en 2020, et nous gagnerons à nouveau. Mais le rapport scientifique de cette affaire, dit Julian, le regardant droit dans les yeux, celui qu'Olivia Reed a soumis. Elle a été condamnée pour l'avoir falsifié. S'il y a de nouvelles preuves,
toute l'affaire pourrait basculer. Les doigts de David s'arrêtèrent. Pendant une fraction de seconde, ses yeux brillèrent, non pas de peur, mais de prudence. Olivia Reed était une jeune avocate naïve et trop ambitieuse. Elle l'a bien cherché. Tu n'as pas besoin de creuser ça, Julian. Concentre-toi sur le nouveau procès. Julian hocha la tête, mais dans son esprit, une pièce du puzzle se mit en place. David en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Et Olivia Reed, ou qu'elle soit en train de laver les sols de cette ville, pourrait être la clé pour découvrir ce qui s'était vraiment passé. Pas seulement avec EcoSynt, mais avec le liquide de frein sous sa Bentley. Après que David eut quitté la pièce, Julian ouvrit son ordinateur portable et chercha le numéro de l'Innocence Project. Si Olivia avait été condamnée à tort, il devait connaître la vérité. Pas seulement parce qu'elle l'avait sauvée, mais parce qu'il commençait à soupçonner que la justice, la chose même dont il était fier de défendre, avait été corrompue au sein de son propre cabinet. Les néons du bureau de Cross & Barrett vacillaient au-dessus des piles de dossiers qui s'entassaient sur le bureau de Julian Cross. Il était près de 23 heures, et Manhattan, derrière la fenêtre, était drapé dans l'obscurité, sa skyline scintillant comme des étoiles. Julian, manches retroussées et yeux injectés de sang après des heures passées devant l'écran, parcourait page après page du procès EcoSynt de 2020. Il ne ressemblait plus à l'avocat milliardaire tiré à 4 épingles du matin. C'était un homme à la poursuite de la vérité. Et la vérité, il le savait, était toujours enfouie dans les plus petits détails. Claire, son assistante, lui avait transféré l'archive électronique complète de l'ancienne affaire via le serveur interne du cabinet. Des centaines de documents, de mets et de rapports scientifiques étaient stockés sur un disque dur crypté. Julian commença par le rapport qu'Olivia Reed avait soumis, le document même qui avait conduit à sa condamnation pour falsification de preuves. Il s'agissait d'une étude de 47 pages affirmant que les déchets d'EcoSynt contenaient de la dioxine, un cancérogène connu, à des niveaux 10 fois supérieurs au seuil de sécurité légale. Le tribunal avait jugé qu'il s'agissait d'un faux. Mais alors que Julian ouvrait le PDF, quelque chose clochait. Il cliqua sur les propriétés du fichier. Les métadonnées, des données cachées qui enregistraient les horodatages et les emplacements, montraient que le rapport avait été modifié pour la dernière fois le 14 mars 2020, 3 jours seulement avant qu'Olivia ne le soumette au tribunal. Mais l'adresse IP de cette dernière modification ne provenait pas du bureau d'aide juridique de Brooklyn où Olivia avait travaillé. Elle venait d'un serveur à Jersey City. Julian fronça les sourcils et ouvrit un outil d'investigation numérique qu'il avait autrefois utilisé dans des affaires de fraude financière. L'IP remontait à une entreprise technologique discrète, Triton Solutions, basée dans un immeuble de bureaux délabré de Jersey City. Triton Solutions. Le nom lui disait quelque chose. Julian creusa davantage, ouvrant un autre fichier, une liste de sous-traitants qui avaient travaillé avec EcoSynt pendant le procès. Triton figurait sur la liste, engagé pour du conseil technique lors de la procédure de 2020. Mais ce qui fit bondir son pouls fut une autre découverte. Triton avait reçu un virement de 250 000 $ d'une société offshore des îles Caïmans juste une semaine après la condamnation d'Olivia. Cette société offshore, selon les registres financiers auxquels Julian accéda, était liée à un compte bancaire dans le Connecticut, un compte enregistré au nom de l'ex-femme de David Harper. Julian s'effondra dans son fauteuil, respirant lourdement. David, l'homme au sourire parfait, toujours en contrôle, toujours gagnant. Avait-il engagé des pirates informatiques via Triton pour modifier le rapport, piégeant ainsi Olivia pour assurer une victoire à EcoSynt? Et si c'était le cas, pourquoi maintenant, alors que l'affaire était rouverte, quelqu'un voudrait-il sa mort? À lui, Julian, il pensa au liquide de frein sous sa Bentley. Le technicien avait confirmé qu'il avait été coupé avec une lame de précision. Pas un accident. Julian ne croyait pas aux coïncidences. Il était le seul chez Cross & Barrett à avoir un accès complet aux anciens dossiers d'EcoSynt, y compris les documents officieux que David avait autrefois insisté pour garder hors système. Si David avait orchestré la chute d'Olivia, il avait maintenant toutes les raisons de craindre que Julian ne découvre la vérité. Julian prit son téléphone et envoya un texto à Claire. Trouve tout sur Triton Solutions, Jersey City, aussi détaillé que possible. J'en ai besoin pour 8 heures. Puis il ouvrit sa messagerie et commença à rédiger un message à l'Innocence Project, une organisation qui défend les personnes condamnées à tort. J'ai besoin d'informations sur l'affaire Olivia Reed.
2020. Il pourrait y avoir de nouvelles preuves. Il hésita, puis cliqua sur Envoyer. Si Olivia avait été piégée, il ne lui devait pas seulement des excuses, il lui devait la justice. Le lendemain matin, Julian entra dans la salle de conférence de Cross & Barrett alors que David Harper présentait une stratégie sur le nouveau procès EcoSynt. Autour de la table, de jeunes avocats ambitieux et des vétérans du droit aguerris hochaient la tête en rythme avec les diapositives soignées de David. Mais Julian n'écoutait pas. Il observait David, comment il ajustait sa cravate, comment il évitait son regard chaque fois que l'affaire de 2020 était mentionnée. Nous insisterons sur le fait qu'EcoSynt a respecté toutes les réglementations environnementales, dit David d'une voix douce, comme un homme récitant un script bien rodé. Ce procès n'est qu'une tentative désespérée d'une communauté en difficulté qui essaie de se faire de l'argent. Julian se pencha en avant. Et le rapport de 2020? Celui qu'Olivia Reed a soumis? S'il y a des preuves qu'il a été falsifié, ça change tout. La pièce devint silencieuse. David se tourna lentement. Son sourire vacilla. Qu'est-ce que tu insinues? Julian, le tribunal a déjà statué. Olivia Reed était une menteuse, et elle en a payé le prix. Et si elle ne mentait pas? Demanda Julian, sa voix calme mais acérée comme une lame de rasoir. Et si quelqu'un d'autre avait modifié le rapport pour la piéger? David eut un petit rire sec, mais Julian remarqua à quel point il serrait fort son stylo. Tu as regardé trop de séries judiciaires, Julian. Concentre-toi sur l'affaire actuelle. EcoSynt nous paie des millions pour gagner. Julian hocha la tête, mais un plan avait déjà commencé à se former dans son esprit. Il devait trouver Olivia Reed, non seulement pour la remercier de lui avoir sauvé la vie, mais pour confirmer ce qu'il soupçonnait maintenant. Si David avait orchestré sa chute, et s'il était prêt à couper des conduites de frein pour protéger ses secrets, alors Julian ne se battait plus seulement pour la justice. Il se battait pour survivre. En quittant le bureau, Julian descendit la 7e avenue, où des vendeurs de rue proposaient des hot dogs et de la limonade. Les gaz d'échappement et les klaxons le ramenèrent à la réalité. Il s'arrêta devant un petit café, un endroit où Sal avait mentionné qu'Olivia s'arrêtait souvent après ses services de nuit. Il ne savait pas à quoi elle ressemblait, mais quelque chose lui disait qu'il la reconnaîtrait. Il entra et regarda autour de lui. Le café était presque vide, juste un employé essuyant les tables. Mais dans le coin le plus éloigné, une petite femme dans un sweat à capuche gris était assise en train de lire un livre. Ses cheveux étaient attachés, et ses yeux vifs, sur leur garde, le dirent instantanément à Julian. C'était elle, Olivia Reed. Olivia, dit-il en s'approchant. Elle leva les yeux, son expression glaciale. Il faut qu'on parle, dit Julian, à propos d'EcoSynt, et de ce qui vous est arrivé. Elle ferma son livre sans un mot. Mais Julian savait, à partir de ce moment, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le café de la 7e avenue dégageait l'odeur réconfortante des marrons grillés et du pain toasté. Mais l'air entre Julian Cross et Olivia Reed était plus froid que celui d'un tribunal. Olivia était assise en face de lui, les mains crispées sur un exemplaire de poche de Just Merci de Brian Stevenson. Son regard était perçant, mais Julian y décela une blessure cachée, une de celles qu'aucune décision de justice ne pourrait jamais guérir. Il fit glisser un cappuccino vers elle, mais elle n'y toucha pas. « Vous m'avez sauvé la vie », commença Julian, sa voix basse mais sincère. « Et je crois savoir pourquoi vous avez tout perdu. » Olivia haussa un sourcil mais resta silencieuse, l'étudiant comme un avocat évalue son adversaire. Julian sortit un mince dossier de sa mallette en cuir et le posa sur la table. « Ce sont les métadonnées du rapport scientifique que vous avez soumis dans l'affaire EcoSynt de 2020. Il a été modifié depuis un serveur à Jersey City, pas depuis le bureau de l'aide juridique. Ce serveur appartient à Triton Solutions, une société payée via un compte offshore lié à l'ex-femme de David Harper. » Elle cligna des yeux pour la première fois, une lueur de choc. Mais ensuite, sa mâchoire se crispa, sa voix froide. « Vous croyez que je n'ai pas essayé de prouver mon innocence? J'ai fait appel, engagé des experts en informatique, même supplié l'Innocence Project. Mais personne n'écoute une avocate fauchée qui s'attaque à Cross & Barrett. Alors pourquoi êtes-vous là, Cross? Pour apaiser votre conscience? » Julian tressaillit comme s'il avait été giflé. Il baissa les yeux, inspira profondément. « Je ne connaissais pas toute la vérité à l'époque. Je n'étais qu'un conseiller, pas directement impliqué avec EcoSynt. Mais maintenant je sais que vous avez été piégé,
et je veux réparer ça. Réparer ça? Olivia laissa échapper un rire amer, tranchant comme du verre brisé. J'ai perdu ma réputation, ma liberté, ma carrière. Je voulais être procureur, Crance. Maintenant, je lave les sols de votre immeuble, pendant que des avocats comme vous plaisantent sur des procès à $1 million. Comment répare-t-on ça? Avec un chèque? Julien ne répondit pas immédiatement. Il la regarda, cette femme qui s'était autrefois tenue au tribunal avec une conviction féroce, portant maintenant un vieux sweat à capuche pour cacher son passé. Je ne peux pas vous rendre les années que vous avez perdues, dit-il, mais je peux vous aider à obtenir justice, et j'ai besoin de votre aide. Elle plissa les yeux. Vous aider? Avec quoi? L'affaire Stonewall, dit Julien en baissant la voix. Une aciérie dans le Queens. Ils sont poursuivis pour exploitation de travailleurs immigrés et dissimulation d'accidents du travail. Je dirige l'affaire, mais j'ai besoin d'une conseillère officieuse, quelqu'un qui comprend la loi et les gens que le système oublie. Quelqu'un comme vous. Elle l'étudia, son regard oscillant entre la méfiance et la curiosité. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Vous êtes de Cross & Barrett. Vous représentez des types comme Stonewall, comme Echo Sainte. Parce que je ne sais même plus qui je représente, admit Julien. Et parce que si David Harper vous a piégé, il pourrait aussi être derrière l'incident des conduites de frein. Nous avons un ennemi commun, Olivia. Elle resta silencieuse un instant, le bout de ses doigts effleurant la couverture du livre. Puis elle se leva, ramassa le dossier qu'il lui avait donné. J. Lilirai. Mais n'attendez pas de pardon. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour des gens comme ces travailleurs de Stonewall, ceux que personne n'écoute. Julien hocha la tête, ayant l'impression de venir de passer le premier tour d'un procès. Appelez-moi quand vous serez prête. Mon numéro est dans le dossier. Elle ne répondit pas. Elle se tourna simplement et sortit du café. À travers la fenêtre, Julien la regarda disparaître dans la foule du trottoir, petite mais pleine de défis, comme une flamme refusant de s'éteindre. 2 jours plus tard, Olivia apparut dans le bureau improvisé de Julien au 30e étage, une pièce qu'il utilisait pour les affaires qui ne passaient pas par les canaux officiels du cabinet. Elle portait un simple manteau de laine, mais ses yeux étaient aussi vifs que ceux d'une avocate entrant au tribunal. « Je le fais, » dit-elle en posant le dossier Stonewall sur son bureau. « Mais à 2 conditions. Je reste anonyme et vous ne le dites à personne, pas même à David Harper. »« D'accord, » répondit Julien sans hésiter. Il fit glisser un dossier vers elle. « C'est le rapport interne de Stonewall. Ils ont signalé 5 accidents du travail l'année dernière, mais je soupçonne que le nombre réel est beaucoup plus élevé. » Olivia ouvrit le dossier et le parcourut avec une rapidité qui stupéfia Julien. En moins de 10 minutes, elle identifia 3 anomalies. Tous les rapports d'accidents étaient rédigés par le même directeur. Les horodatage étaient étrangement uniformes et aucun n'incluait de témoignages de travailleurs. « Il dissimule, » dit-elle fermement. « Demandez les registres de cars de l'usine. S'il y a eu des cars de nuit qui n'ont pas signalé d'accident, c'est là qu'ils les ont enterrés. » Julien cligna des yeux, incapable de cacher son admiration. « Vous travaillez plus vite que n'importe quel collaborateur que j'ai jamais eu. »« J'étais avocate, » dit Olivia, sa voix empreinte d'amertume. « Et je n'ai pas de temps à perdre. » À la fin de la journée, Julien était assis seul dans son bureau, lisant un email de Claire. Triton Solutions avait fermé en 2021, mais elle avait retrouvé la trace d'un ancien employé, un hacker freelance nommé Marcus Lee, qui vivait actuellement à Brooklyn. Julien envoya un texto à Marcus pour demander une rencontre. Si Marcus avait des informations sur le rapport EcoSainte altéré, cela pourrait être la preuve dont il avait besoin contre David. Mais alors qu'il éteignait son ordinateur portable, une pensée glaçante le frappa. Si David avait été prêt à détruire Olivia, avait même coupé ses conduites de frein, alors Olivia, qui travaillait maintenant à exposer la vérité, pourrait être la suivante. Il prit son téléphone et lui envoya un texto. « Sois prudente, ne sors pas seule la nuit. » Le message fut envoyé, mais aucune réponse ne vint. Julien regarda les lumières de Manhattan. Quelque part dans cette ville, Olivia Reed faisait face aux ombres de son passé. Et il savait que s'il voulait la protéger, il devrait distancer David Harper et le système qu'il avait autrefois écrasé. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à revenir à la maison, là où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur.
Le bureau de fortune au 30e étage de Cross & Barrett ressemblait plus à un bunker qu'à un espace de travail d'un cabinet d'avocats. Des piles de documents encombraient le vieux bureau en bois. Un tableau blanc était couvert de notes griffonnées et une machine à café cliquetante gémissait dans un coin. Julian Cross, manches retroussées de sa chemise bleue, se tenait devant le tableau, cartographiant les liens dans l'affaire Stonewell. Mais son esprit n'était pas entièrement dans la pièce. Il jetait constamment des regards à Olivia Reed, assise au bord du bureau, les yeux rivés sur une épaisse pile de dossiers. Vêtue d'un simple pull noir, les cheveux tirés en arrière, Olivia tournait les pages à une vitesse fulgurante, ses annotations à l'encre rouge nette et méthodique. Pour Julian, c'était moins comme observer une concierge que comme assister au travail d'une avocate de premier plan en pleine préparation de procès. Ils travaillaient ensemble depuis 3 jours, et Julian restait stupéfait par son talent. Olivia analysait les rapports financiers de Stonewell plus rapidement que n'importe quel collaborateur qu'il ait jamais connu, repérant rapidement des paiements irréguliers, dissimulant des pots de vin pour les travailleurs blessés. Pas plus tard qu'hier, elle avait récupéré un email interne supprimé dans lequel le directeur de l'usine admettait être au courant des accidents du travail, mais avait reçu l'ordre de les gérer discrètement. D'une manière ou d'une autre, elle avait restauré le message à partir d'un fichier de sauvegarde que l'équipe informatique du cabinet avait manqué. « J'ai appris quelques trucs en prison », avait-elle dit avec un sarcasme sec, comme ne plus jamais faire confiance au système. Aujourd'hui, Olivia se concentrait sur la liste des employés. Elle entoura un nom, Javier Moral, un soudeur guatémaltèque qui avait subi de graves blessures dans une explosion d'équipement l'année dernière. Le dossier officiel prétendait que c'était le résultat d'une négligence personnelle, mais Olivia n'y croyait pas. « Regarde ça », dit-elle en faisant glisser le document vers Julian. Moral a eu des brûlures au 3e degré, mais Stonewell ne lui a versé que $5 000 d'indemnisation. Une entreprise de leur taille ne propose pas une somme aussi basse, à moins qu'ils ne veuillent qu'il se taise. Julian hocha la tête, prenez des notes. Nous avons besoin du témoignage de Moral. S'il confirme qu'ils l'ont forcé à signer un accord de non-divulgation, nous pourrons pousser le tribunal à élargir l'enquête. Olivia acquiesça, mais son regard se perdit. Il ne parlera pas facilement. Il est sans papier. Stonewell pourrait le menacer d'expulsion. J'ai représenté des gens comme lui. Ils craignent plus le système que la mort. Julian l'observa, le poids de ses paroles s'imprégnant en lui. Olivia ne se contentait pas de lire des dossiers, elle comprenait les gens derrière. Et pour la première fois de sa carrière, Julian réalisa qu'il pensait rarement à des gens comme Moral. Il se battait pour des contrats, de l'argent, du prestige. Olivia se battait pour les invisibles. « Vous êtes incroyablement doué pour ça », dit-il, sans cacher son admiration. L'aide juridique a perdu une étoile quand ils vous ont laissé partir. Olivia cessa d'écrire, ses yeux devenant instantanément plus froids. Ne me flattez pas, Cross. Je ne suis pas là pour les éloges. Je suis là parce que des gens comme Moral ne méritent pas d'être écrasés. Julian hocha la tête, réalisant qu'il avait franchi une ligne. Il changea de sujet. Des nouvelles sur EcoSynth. Elle sortit une petite clé USB de son sac et la brancha sur son ordinateur portable. Mon ami, Ana Torres, scientifique de l'environnement, a envoyé ça ce matin. Des documents internes d'EcoSynth, divulgués par un employé mécontent. Il y a une liste de réunions secrètes entre la direction d'EcoSynth et un avocat de Cross & Barrett en 2021, juste après ma condamnation. Julian fronça les sourcils et ouvrit le fichier. Une liste de réunions apparut, et le nom de David Harper y figurait 3 fois. Une note manuscrite numérisée se détacha. Harper a demandé une augmentation de paiement pour s'assurer que le rapport sur la dioxine reste enterré. Julian sentit son pouls s'accélérer. Ce n'était pas seulement la preuve que David avait été impliqué dans le coup monté contre Olivia. Il avait continué à le couvrir, même après qu'elle ait été envoyée en prison. « Oana a-t-elle eu ça ?» demanda Julian, la tension montant dans sa voix. D'un ancien ingénieur d'EcoSynth. « Il travaille pour l'EPA maintenant », répondit Olivia. « Il veut tout avouer, mais il craint des représailles. » Anna l'a convaincu de le remettre anonymement. Julian hocha la tête, mais à l'intérieur, une tempête se préparait. David n'était pas seulement un avocat avide. C'était quelqu'un prêt à détruire des vies pour protéger ses clients et lui-même. Et maintenant qu'Olivia creusait, elle pourrait à nouveau être en danger. Cet après-midi-là, Julian et Olivia rencontrèrent Marcus Lee,
un hacker qui avait autrefois travaillé pour Triton Solutions, dans un bar sombre de Brooklyn. Marcus, un homme maigre aux cheveux teints en bleu, était assis dans un coin en sirotant une bière. « Je ne veux pas de problème, dit-il dès qu'il s'assire. Triton n'existe plus. Je suis sorti de ce jeu. Nous ne sommes pas là pour causer des problèmes, dit Julien en faisant glisser une enveloppe contenant 2000 $ sur la table. Nous avons juste besoin d'informations. En 2020, Triton a modifié un rapport scientifique pour EcoSynth. Qui vous a engagé? Marcus lorgna l'enveloppe, puis regarda Olivia. La reconnaissance vacilla dans ses yeux. C'est vous qui avez été condamné, n'est-ce pas, Reed? Olivia hocha la tête, imperturbable. Dites-nous, Marcus. Qui était derrière tout ça? Marcus expira, sa voix baissant. Je n'ai pas fait le travail moi-même, mais j'ai entendu des choses. Untyped across and Barrett, Harper. Il a payé mon patron 50 000 $ pour modifier le rapport sur la dioxine. Ils ont utilisé un serveur de Jersey City pour brouiller les pistes. Mon patron a dit que c'était le boulot le plus facile qu'on ait jamais eu. Julie and Sarah less points sous la table. Elle a tout perdu à cause de ça, dit-il, la voix basse et tranchante. Y a-t-il autre chose? Marcus haussa les épaules. Juste que Harper ne travaillait pas seul. Un type d'EcoSynth était aussi impliqué, Kessler, leur directeur des opérations. Il a approuvé le paiement. Olivia nota le nom, sa main tremblant légèrement. Julien le vit. Ce n'était pas seulement une question de justice. C'était la façon pour elle de se réapproprier son histoire. Il posa doucement une main sur son épaule. « Nous trouverons Kessler, dit-il, et il devra en répondre. » Ce soir-là, Julien emmena Olivia dans un petit restaurant italien de West Village, espérant lui offrir un rare moment de calme. La douce lueur des bougies et l'odeur de l'origan créaient une bulle de chaleur. Autour d'une carbonara et d'un Chianti, Olivia se détendit enfin un peu. « Vous n'avez jamais parlé de votre famille, » dit Julien en lui versant un verre de vin. « Où sont-ils » Olivia fixa son verre, sa voix lointaine. « Ma mère est morte quand j'avais 20 ans. Cancer du poumon. Elle travaillait dans une usine textile près de Millbridge, respirant les fumées d'usine comme EcoSynth. Mon père est parti quand j'étais enfant. C'était juste elle et moi. Elle m'a appris que la justice ne vient pas, on se bat pour elle. » Julien resta silencieux, sentant le gouffre immense qui les séparait. Il avait grandi dans un manoir de Greenwich, élevé par des parents milliardaires. Il n'avait jamais connu une perte comme la sienne. « Je suis désolé, » dit-il, la voix rauque. « Je n'ai jamais pensé à des gens comme votre mère quand j'ai pris des affaires comme EcoSynth. » Olivia haussa les épaules, mais ses yeux s'adoucirent. « Vous n'êtes pas le seul. Le système est conçu pour protéger des gens comme EcoSynth, pas des gens comme ma mère. C'est pour ça que je suis devenue avocate, et pourquoi je ne peux pas m'arrêter, même si Harper ou qui que ce soit d'autre veut me faire taire. » Julien leva son verre, touchant doucement le sien. « À la justice, dit-il. Et à vous, Olivia. Vous méritez de tout reprendre. » Elle sourit, un petit sourire sincère. « Fais juste ta part, Cross. Je n'ai pas besoin de promesses. » Au moment où ils quittèrent le restaurant, la ville était baignée de lumière. Mais Julien sentit un frisson dans l'air. Olivia marchait à ses côtés, son mince manteau ne suffisant pas à la protéger du vent. C'était un génie enterré, déterré, mais toujours vulnérable à des hommes comme David. Julien sortit son téléphone et envoya un texto à Claire. « Fais des recherches complètes sur Kessler, le directeur des opérations d'EcoSynth. Tout. » Puis il se tourna vers Olivia. « Tu devrais rester dans un endroit sur ce soir. J'ai un appartement à Midtown. Sécurité 24H au 24 et 7J7. Juste le temps de savoir ce que David prépare. » Olivia secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de protection, Cross. J'ai survécu à pire. » Mais au moment où il passait une ruelle étroite, une voiture noire passa lentement, ses phares les balayant. Julien attrapa la main d'Olivia et la tira dans l'ombre. « Ne discute pas, » murmura-t-il. « Juste pour cette fois. Fais-moi confiance. » Elle hocha la tête, les yeux alertes. Et à ce moment-là, Julien sut qu'il ne protégeait pas seulement une collègue. Il protégeait la seule femme qui pouvait tout changer, pour lui, pour l'affaire, et pour la justice qu'il pensait autrefois comprendre. La pluie tapotait contre la fenêtre du bureau du 30e étage comme un métronome lugubre, toile de fond parfaite à la tension qui épaississait l'air. Julien Cross se tenait devant le tableau blanc, encerclant le nom
Kessler, éco-sainte, d'un regard froid et précis. Olivia Reed était assise au bureau, parcourant les derniers documents d'Anna Torres, ses doigts se déplaçant avec la concentration d'une avocate se préparant pour le procès de sa vie. Il était 1 heure du matin, mais aucun des deux n'avait l'intention de s'arrêter. Chaque nouvelle piste s'accompagnait du sentiment glaçant que quelqu'un les observait. Julian venait de recevoir un email de Marcus Lee, le hacker de Brooklyn. Marcus confirmait que Kessler, le directeur des opérations d'EcoSynt, avait personnellement contacté Triton Solutions pour s'occuper du rapport sur la dioxine en 2020. Mais Marcus refusait de les rencontrer à nouveau. Son message était court et définitif. Trop dangereux. Ne me contactez plus. Julian comprenait. Si David Harper avait été prêt à couper ses conduites de frein, quelqu'un comme Marcus serait un élément sacrifiable. Tu as trouvé quelque chose dans les dossiers d'Anna? Demanda Julian en se tournant vers Olivia. Elle poussa une feuille de papier vers lui, une copie numérisée d'un mémo de réunion interne d'EcoSynt. 15 avril 2021, dit-elle fermement. Kessler et Harper se sont rencontrés pour discuter de la manière de s'assurer que le rapport sur la dioxine ne refasse jamais surface. Il est question d'un paiement de 1,2 million de dollars acheminé via une société écran aux Bermudes. Anna essaie de remonter jusqu'au compte du destinataire. Julian serra le marqueur dans sa main, le sang bouillonnant. David n'a pas seulement détruit ta carrière. Il a continué à couvrir les crimes d'EcoSynt, même après ton emprisonnement. Il a transformé la justice en une transaction. Olivia hocha la tête, mais ses yeux contenaient plus de douleur que de colère. EcoSynt n'est pas juste une entreprise, murmura-t-elle. Ce sont des tueurs qui n'ont jamais appuyé sur la gâchette. Ma mère travaillait près de Millbridge, respirant les toxines d'usine comme la leur. Elle est morte d'un cancer du poumon. Personne n'a été tenu pour responsable. Je n'ai pas attaqué EcoSynt pour la publicité. Je l'ai fait pour elle. Julian la regarda, sentant le poids derrière son expression stoïque. Il voulait dire quelque chose de réconfortant, mais à la place, il hocha simplement la tête. Nous les démasquerons, dit-il. Pas seulement pour toi, mais pour toutes les mères comme la sienne. Elle ne dit rien, continua simplement à écrire. Mais Julian le vit, une lueur dans ses yeux. Pas de l'espoir, de la détermination. Le lendemain matin, Julian arriva au bureau principal de Cross & Barrett pour constater que sa carte d'accès était désactivée. Claire, son assistante, se précipita dans le couloir, le visage pâle. « Quelqu'un est entré dans votre bureau la nuit dernière » murmura-t-elle. « Ils ont pris votre disque dur et ont tout fouillé. David a dit aux associés que vous pourriez avoir divulgué des dossiers confidentiels. » Une vague de fureur submergea Julian. David jouait à un jeu sale. Sans hésiter, Julian fit irruption dans la salle de conférence, ignorant les regards méfiants. David était assis en bout de table dans un costume gris impeccable, arborant son sourire suffisant habituel. « Julian, dit-il doucement, quel timing parfait. Nous discutions justement de ta gestion laxiste des dossiers EcoSynt. Arrête la comédie, David. » Julian claqua, sa voix comme une lame. « Quelqu'un est entré dans mon bureau. Quelqu'un a saboté ma voiture. » Et nous savons tous les deux que rien de tout cela n'était un hasard. La pièce devint silencieuse. Les associés échangèrent des regards incertains. Mais David se contenta d'un petit rire sec. « Tu as l'air fatigué, Julian. Prends quelques jours de congé. Nous nous occuperons d'EcoSynt à partir de maintenant. » Julian sortit, la machoide serrée. David ne se contentait pas de l'écarter de l'affaire, il l'effaçait. Et s'il était prêt à cibler Julian, alors Olivia était la suivante. Cet après-midi-là, Julian reçut un message anonyme. « Arrête maintenant, ou elle en paiera le prix. » Pas de nom, pas de numéro. Mais Julian pouvait sentir les empreintes de David partout. Il appela immédiatement Olivia, le cœur battant. « Où es-tu? Quelqu'un t'a suivi? »« Je suis à la maison, » répondit-elle, sa voix calme et méfiante. « Mon appartement à Harlem. Tout semble normal. N'ouvre la porte à personne. J'arrive tout de suite. » 30 minutes plus tard. RD, Julian arriva au complexe d'appartements en briques rouges de Harlem, où vivait Olivia. Son logement était modeste, un 2 pièces avec un canapé usé, une bibliothèque remplie de textes juridiques et une photo encadrée de sa mère sur la table. Le doux sourire de la femme reflétait celui d'Olivia quand elle baissait la garde. Julian remarqua une petite caméra de sécurité nichée dans un coin,
étrangement sophistiqué pour quelqu'un dans sa situation financière. Je l'ai installé après la prison, dit Olivia en interceptant son regard. J'ai appris à ne faire confiance à personne. Julian lui montra le message de menace. David sait que nous creusons, Olivia. Tu n'es pas en sécurité ici. Elle croisa les bras, pleine de défis. J'ai survécu à pire, Cross. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Mais lorsqu'elle vérifia son application de sécurité, son visage devint pâle. La caméra de la salle de pause de Cross & Barrett. Elle a été désactivée la nuit dernière. Quelqu'un sait que je travaille avec toi. Julian s'approcha, posant une main sur son épaule. Viens chez moi, Pentouse à Midtown, sécurité armée, juste le temps de savoir ce que David prépare. Elle hésita, plissant les yeux. Je ne veux pas dépendre de toi. Juste quelques jours, dit-il. Considère-moi comme un collègue, pas un sauveur. Après un moment, elle soupira et prépara un petit sac à dos. D'accord, mais je paie un loyer. Ce soir-là, Olivia entra dans le Pentouse de Julian à Midtown, ses yeux balayant l'art abstrait moderne et les vues imprenables sur Central Park. C'est ce que tu appelles chez toi, dit-elle en souriant. Je nettoie des endroits comme celui-ci. Je n'y vis pas. Julian gloussa en lui tendant un verre d'eau. Avant, je pensais que tout ça comptait. Maintenant, je sais que ce n'est qu'une façade. Ils s'assirent sur le canapé, la lumière dorée des lampes adoucissant l'ambiance. Olivia raconta des histoires de prison, comment elle avait appris à lire dans les yeux des gens pour survivre, comment elle rédigeait ses propres appels sur des bouts de papier. Julian, à son tour, parla de son père, un magnate impitoyable qui lui avait inculqué que gagner était la seule vertu qui comptait. Pour la première fois, ils n'étaient pas seulement des alliés. C'étaient deux âmes blessées qui voyaient les cicatrices de l'autre. Tu sais, dit Julian doucement, quand tu m'as sauvé dans ce garage, tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu m'as fait réaliser combien de personnes j'ai ignorées, des gens comme ta mère, comme les travailleurs de Stonewall. Les yeux d'Olivia s'adoucirent. Tu n'as pas besoin d'être un héros, Cross. Tiens-toi juste du bon côté pour une fois. Quand elle se retira pour dormir sur le canapé-lit, Julian resta seul, contemplant l'horizon lumineux de Manhattan. David Harper était une menace plus dangereuse qu'il ne l'avait jamais imaginée. Mais maintenant, Julian ne se battait plus seulement pour la vérité. Il se battait pour Olivia, la femme qui l'avait fait croire que la justice valait la peine de tout risquer. Un clair de lune filtrait à travers les fenêtres du Pentouse, jetant des traînées d'argent sur les parquets ennoyés. Il était 2 heures du matin, mais Julian Cross et Olivia Reed étaient toujours assis à la table de la salle à manger, entourés de café froid et de documents éparpillés. Sur l'ordinateur portable de Julian, un nouvel email d'Anna Torres clignotait. Piste retrouvée pour le 1,2 million. Le compte des Bermudes mène à une filiale d'EcoSynt, mais nous avons besoin du contrat original pour prouver que Harper a accepté le pot de vin. Olivia entoura une ligne dans le compte-rendu de la réunion d'EcoSynt. Contrat archivé au stockage 17B, siège social. Stockage 17B, répéta Julian, la voix basse. Si nous trouvons ce contrat, nous pourrons prouver que David a accepté un pot de vin pour te piéger et enterrer les crimes d'EcoSynt. Olivia hocha la tête, mais ses yeux étaient lourds, pas seulement par manque de sommeil, mais par des années de lutte contre un système conçu pour l'écraser. Julian se leva et lui versa un verre d'eau, le posant devant elle. Tu n'as plus à faire ça seule, Olivia. Je suis là. Elle prit le verre mais ne but pas. J'ai toujours été seule, Cross, en prison, au tribunal, en récurant les sols de ton immeuble. Je n'ai pas l'habitude de m'appuyer sur qui que ce soit. Julian s'assit en face d'elle, le regard fixe. Avant, je croyais que le système était la justice. Je portais des costumes chers, signais des contrats à $1 million, et je pensais faire le bien. Mais ce système t'a abandonné. Il a transformé une future procureure en concierge. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux être à tes côtés maintenant. Olivia le regarda, et pour la première fois, Julian vit ses yeux briller. Elle se détourna, la voix tremblante. En prison, je me regardais dans un miroir et je me disais que je ne craquerais pas, mais chaque jour, je me sentais m'effacer. David Harper n'a pas seulement pris ma carrière. Il a pris ma croyance que la justice était réelle. Julian tendit la main sur la table, touchant doucement la sienne. Il n'a pas gagné, Olivia. Tu es toujours là, tu te bats toujours, et je ne te laisserai pas te battre seule. Elle prit une profonde inspiration, essuyant une larme.
D'accord, dit-elle, la voix à nouveau ferme. Nous trouvons ce contrat, mais si David le découvre, il ne s'en prendra pas seulement à toi, il s'en prendra aussi à moi et à Anna. Julian hocha la tête. Chaque pas comporte plus de risques. Le stockage 17B est au siège d'EcoSynt à Newark. Je vais contacter quelqu'un là-bas pour demander l'accès sous prétexte d'un examen juridique. Toi, prépare des questions pour Kessler, au cas où nous le croiserions. Olivia ouvrit son ordinateur portable. Je vais demander à Anna de creuser plus profondément. Horaire de sécurité, emplacement des caméras. Si David fait un mouvement, nous devons avoir une longueur d'avance. Le lendemain matin, Julian se rendit à Cross & Barrett pour constater que son badge d'accès était refusé. À l'intérieur, ses collègues évitaient son regard et Claire lui murmura que David avait convaincu le conseil d'administration de suspendre son accès, invoquant une potentielle fuite de données. Julian n'était pas surpris. David construisait un mur de mensonges et chaque brique portait ses empreintes. De retour aux Pentouses, Olivia examinait les plans du stockage 17B. Il y a une surveillance 24H24 et 7J7, dit-elle, mais à 3 heures du matin, il n'y a qu'un seul garde pendant le changement de quart. C'est notre fenêtre. Julian hocha la tête juste au moment où son téléphone vibra. Un autre message anonyme. Laisse tomber le 17B ou elle meurt. Il tendit le téléphone à Olivia, la mâchoire serrée. David panique. Il sait que nous nous rapprochons. Olivia fixa le message, ses mains se crispant en poing. Il pense que j'ai peur. J'ai déjà tout perdu une fois. Il n'a plus rien à me prendre. Julian la regarda, le feu dans ses yeux. Celui qui avait survécu à la prison, à l'humiliation et à l'injustice. Alors on le fait, mais prudemment. Je vais engager une équipe de sécurité privée pour toi et Anna. Non, coupa Olivia. Je peux me protéger moi-même. Amène-moi juste au 17B. Cette nuit-là, dans la lumière chaude du Penthouse, ils étaient assis au milieu de paperasses et de cartes numériques. Olivia en dit plus à Julian sur sa mère, comment elle fredonnait des chansons folkloriques en travaillant, comment elle avait appris à Olivia que même la plus petite voix pouvait changer le monde. Julian se confia sur son père, comment il était devenu avocat pour répondre à des attentes impossibles, non par passion ou par principe. Je n'ai jamais pensé que je pourrais tout laisser tomber, admit-il. Mais en travaillant avec toi, je commence à comprendre pourquoi tu ne l'as jamais fait. Le regard d'Olivia s'adoucit. Tu n'as pas à tout laisser tomber, Cross. Tiens-toi juste du bon côté. Ils établirent le plan. Julian demanderait un accès légal au 17B en tant que conseil juridique d'EcoSynt, tandis qu'Olivia se ferait passer pour une assistante juridique. Anna surveillerait le système de sécurité à distance à l'aide d'un programme qu'elle avait obtenu par un contact à l'EPA. Si tout fonctionnait, il récupérait le contrat de corruption, la preuve pour faire tomber David une bonne fois pour toutes. Plus tard, alors qu'Olivia dormait dans la chambre d'amis, Julian était assis seul près de la fenêtre, observant la lueur de Manhattan. Il pensait aux menaces, aux caméras désactivées, aux conduites de freins coupés. David Harper n'était pas seulement corrompu, il était dangereux. Mais Julian n'était plus non plus l'homme qu'il était autrefois. Il avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre, pas seulement la justice, mais Olivia, la femme qu'il avait arrachée à son engourdissement confortable et l'avait forcé à se souvenir que les erreurs ne définissent pas une vie. Il prit son téléphone et envoya un texto à Claire. « J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur le stockage 17B, siège d'EcoSynt, urgent. » Puis il jeta un coup d'œil vers le salon, où Olivia dormait paisiblement pour la première fois depuis des nuits. Elle était un génie oublié, rejeté, mais elle l'avait sauvé. Pas seulement d'une voiture sabotée, mais de lui-même. Le siège social d'EcoSynt, en périphérie de Newark, se dressait comme un monolithe de béton froid, ceint de barbelés et hérissé de caméras de sécurité. À 3 heures du matin, sous un ciel sans lune, Julian Cross et Olivia Reed sortirent d'un SUV de location, se faisant passer pour l'équipe d'audit juridique de Cross & Barrett. Julian portait un costume sur mesure et tenait une mallette élégante. Olivia, coiffée d'une casquette de baseball et vêtue d'un manteau gris, tenait un presse-papier comme n'importe quelle assistante juridique junior. Leur cœur battait à tout rompre, non seulement à cause du froid glacial de l'hiver, mais aussi parce qu'ils savaient que le stockage 17B contenait soit la clé finale de la vérité, soit un piège mortel. Depuis son terminal distant, Anna Torres chuchotait dans leurs oreillettes.
J'ai désactivé les caméras pour 15 minutes. Le changement de quart vient d'avoir lieu. Un seul garde à la porte ouest. Allez-y maintenant. Julien hocha la tête et mena Olivia par l'entrée de service, où une serrure électronique clignotante les attendait. Olivia, avec des compétences affinées en prison et par instinct de survie, utilisa un petit appareil fourni par Anna. La serrure cliqueta. Ils entrèrent dans le stockage 17B, un labyrinthe d'étagères en acier, de vieux papiers et d'air lourd de poussière. 12 minutes, murmura Olivia, vive et concentrée. Elle balaya du regard les étiquettes des étagères à la recherche des contrats financiers. T2 2021. Julien la suivait de près, le faisceau de sa lampe de poche fondant l'ombre. Le poids du risque pesait sur lui. David, bien sûr, mais aussi le système même qui l'avait autrefois servi. S'ils échouaient, sa carrière imploserait. Et Olivia, elle pourrait tout perdre à nouveau. 5 minutes tendues s'écoulèrent avant qu'Olivia ne s'arrête devant une boîte étiquetée « Financement de projet, T2 2021 ». Elle l'ouvrit, feuilleta d'épais dossiers et murmura « C'est ça ». Elle en sortit une pile de papiers estampillés, confidentiels. Un contrat entre EcoSynthe et une société Écran des Bermudes, signé par Kessler et David Harper, confirmant un paiement de 1,2 million de dollars pour s'assurer que les rapports scientifiques ne soient pas utilisés dans de futurs litiges. Le pouls de Julien s'emballa en le lisant. On le tient, la preuve que David a vendu la justice. Mais avant qu'il ne puisse bouger, les lumières du plafond s'allumèrent brusquement. Une voix froide résonna depuis la porte. « Je t'avais dit de laisser tomber, Julien. » David Harper se tenait là, dans un pardessus noir, flanqué d'un homme imposant armé d'un pistolet. « Donnez-moi le contrat et peut-être qu'elle s'en sortira vivante. » Olivia serra la main de Julien, mais son regard était inébranlable. « Tu as perdu, Harper. » Anna a envoyé une copie du contrat au FBI avant même que nous entrions. Ils sont en route. Le rire de David était sec, mais ses yeux vacillèrent. « Tu crois vraiment que le FBI va faire confiance à une criminelle condamnée? » Julian Esavanka, Protogen Olivia. Ils feront confiance aux métadonnées de Triton, au registre des virements, à la déclaration de Marcus Lee, et maintenant à ce contrat. C'est fini, David. De l'extérieur, le hurlement des sirènes perça le silence. L'homme armé hésita, reculant d'un pas. David jura et s'enfuit, mais le FBI avait déjà encerclé le périmètre. En quelques minutes, il était menotté, les yeux brûlants de fureur tandis que les agents le faisaient passer devant Julien et Olivia. Le lendemain matin, Cross & Barrett ressemblait à une zone de guerre. Julien fut convoqué dans une salle de conférence remplie de visages de pierre et de jugements silencieux. « Vous avez déshonoré le cabinet », dit un associé. David Harper fait face à 4 chefs d'accusation fédéraux: fraude, corruption, obstruction à la justice et tentative de meurtre. Pensez-vous honnêtement que nous pouvons vous garder après ça? Julien se redressa, la voix calme. Je n'ai pas déshonoré le cabinet. J'ai démasqué un criminel. Si vous voulez me virer pour avoir fait ce qui est juste, faites-le. Mais je ne m'excuserai pas. Ils le firent. À midi, le titre d'associé de Julien fut révoqué, son accès bloqué, son bureau scellé. Mais en sortant de l'immeuble, il ne se sentit pas vaincu. Il se sentit libre. Ailleurs, Olivia était assise dans le modeste bureau de l'Innocence Project à Brooklyn, en face de l'avocate Sarah Nguyen. Sarah parcourait les preuves que Julien et Olivia avaient rassemblées. Le contrat de corruption, les métadonnées de Triton, les transactions financières, les témoignages de Marcus et Anna, et un nouveau rapport d'experts montrant les toxines d'EcoSynthe. C'est un dossier solide, dit Sarah. Nous allons demander l'annulation de votre condamnation de 2020. Sur cette base, le barreau pourrait rétablir votre licence en quelques mois. Olivia hocha la tête, mais les émotions la submergèrent. Elle se souvint des nuits en prison où elle écrivait des appels avec un crayon sur des bouts de papier. Les heures à récurer les soldes de Cross & Barrett, entendant des avocats rire de cas qu'elle rêvait autrefois de plaider. Et maintenant, elle était sur le point de tout récupérer. « Merci », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Mais je ne l'ai pas fait seule. Julien Cross a tout risqué pour m'aider. » Sarah sourit. « Il a l'air d'être un homme rare. Vous avez de la chance de l'avoir. » Olivia ne répondit pas, mais en quittant le bureau, elle envoya un texto à Julien. L'Innocence Project a pris l'affaire. Merci, Cross. Rendez-vous à Central Park. Cet après-midi-là, Julien se tenait sous une canopée d'arbres à Central Park,
son souffle visible dans l'air vif. Olivia s'approcha dans un manteau de laine, son visage rayonnant d'un triomphe tranquille. « Ils vont me rendre ma licence, » dit-elle, la voix empreinte de fierté. « Et David sera jugé. »« Tu l'as fait, Cross. »« On l'a fait ?» corrigea Julien en souriant. « Mais je ne suis plus associé chez Cross & Barrett. Ils m'ont viré ce matin. » Elle fronça les sourcils. « Tu as tout perdu pour ça? Le regrettes-tu » Julien la regarda, son regard inébranlable. « J'ai perdu un travail, mais j'ai trouvé quelque chose de mieux, une raison de croire en la justice. Et je t'ai trouvé, Olivia. » Elle sourit doucement, pour une fois sans sarcasme. « Pas mal, Cross, mais ne pense pas que je te laisserai payer le café. » Ils marchèrent côte à côte vers le coucher du soleil, Manhattan brillant autour d'eux. Julien savait que le combat n'était pas terminé. EcoSense devait encore faire face à ses responsabilités, et David ne se laisserait pas faire sans se battre. Mais pour la première fois, il savait qu'il était sur la bonne voie. Et Olivia, la femme qui lui avait autrefois crié de sauver sa vie dans le noir, était maintenant la lumière qui guidait le chemin. Vous regardez Soul Stories, une exclusivité de notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Le soleil d'avril jetait une lueur dorée sur les marches du palais de justice fédérale de Lower Manhattan, illuminant les gouttes de pluie encore accrochées au marbre après l'averse du matin. À l'intérieur de la salle d'audience 12, le verdict final venait d'être rendu, laissant la salle dans un silence stupéfait. EcoSense a été reconnu coupable dans le cadre du recours collectif intenté par les familles de Millbridge. L'entreprise a été condamnée à verser 500 millions de dollars de dommages et intérêts pour les vies que leurs déchets toxiques avaient volées, y compris celle d'Emma Tate, 7 ans, décédée de leucémie. La voix du juge Waller résonna, solennelle et claire. Les preuves indéniables de la dissimulation par EcoSense des données de toxicité, ainsi que la complicité de certains professionnels du droit, ont révélé une injustice trop longtemps enfouie sous la paperasserie et le silence. Julian Cross se tenait au fond de la salle d'audience, vêtu d'un modeste costume gris, ne portant plus le titre d'associé de Cross & Barrett. Il regardait les familles de Millbridge s'étreindre, pleurant de soulagement et de victoire douce amère. Une oppression dans sa poitrine se relâcha, comme si un poids qu'il avait porté pendant des années avait enfin été soulevé. Mais son regard se détourna du verdict pour se poser sur l'embrasure de la porte où se tenait Olivia Reed, vêtue d'un blazer bleu marine, son regard fixe mais teinté de la douleur tranquille de bataille longuement menée. Le procès avait duré 3 mois exténuants. Julien et Olivia avaient travaillé côte à côte avec l'équipe d'aide juridique, Olivia agissant comme conseillère anonyme en attendant que sa licence soit rétablie. Malgré cela, elle a analysé des documents, rédigé des notes de stratégie et aidé à formuler des questions aux témoins avec une telle précision que même les avocats chevronnés l'ont remarqué. Julien, bien que n'étant plus officiellement lié à un cabinet, a mis à profit toute son acuité juridique et son réseau pour s'assurer que chaque élément de preuve, du contrat de corruption de Harper au rapport original sur la dioxine, soit entendu. Aujourd'hui, la justice avait triomphé, mais le coup avait été réel. Dehors, les journalistes envahissaient les marches du palais de justice, les flashs crépitants et les micros pointés vers les familles de Millbridge. Julien et Olivia se tenaient à l'ombre d'un vieil orme à proximité, là où le bruit de Manhattan semblait s'estomper. La brise transportait l'odeur du café des vendeurs ambulants et Julien se souvint de leur première conversation devant ce café de la 7e avenue, quand Olivia l'avait dévisagé avec un feu dans les yeux et avait refusé d'être ignorée. « Tu l'as fait, Olivia ?» dit-il, sa voix basse mais pleine de chaleur. Ce verdict, ce n'est pas seulement pour Emma Tate ou les gens de Millbridge. C'est pour ta mère, pour tous ceux à qui EcoSense a volé un avenir. Olivia le regarda. Ses yeux scintillaient d'émotion. Nous l'avons fait, corrigea-t-elle. La voix rauque. Si tu ne t'étais pas opposé à Harper, si tu n'avais pas tout risqué, je serais encore en train de laver les sols de ton immeuble. Julien esquissa un sourire tranquille. Je n'ai pas risqué autant que toi. J'ai perdu un travail. Tu as perdu un rêve. Mais tu t'es relevée, Olivia. Tu es plus forte que quiconque que j'ai jamais connu. Elle se détourna, les yeux fixés sur les marches où les familles donnaient des interviews. Je ne suis pas forte, murmura-t-elle. Il y a eu des nuits où je ne pensais pas survivre.
J'écrivais des lettres à ma mère en prison, même si je savais qu'elle ne les lirait jamais. Je m'excusais d'avoir échoué. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle sourit. Julien s'approcha, prenant doucement sa main. Ses doigts étaient froids, mais elle ne se retira pas. « Tu n'as pas échoué, dit-il. Tu as changé des vies. Tu as changé la mienne. » Olivia leva les yeux vers lui, son expression à la fois douce et féroce. « Nous avions tous les deux tort, Julien. Tu pensais que la justice était une question d'argent. Je pensais que le système protégerait les innocents. Mais cette fois, nous avons fait le bon choix. » Julien serra sa main, une pulsation de quelque chose de nouveau entre eux. « Je ne t'ai pas cru quand j'en ai eu l'occasion, murmura-t-il. Mais je ne te laisserai pas partir maintenant. » Elle sourit, pour de vrai cette fois, un sourire sans sarcasme, sans méfiance. « Ne t'emballe pas, Cross, taquina-t-elle. Je ne t'ai toujours pas pardonné ce terrible capuccino de notre première rencontre. » Ils rirent tous les deux, et à cet instant, sous la lumière du soleil et le bruissement des feuilles, la ville sembla s'arrêter. Le combat n'était pas terminé. David Harper attendait toujours son procès. Le verdict d'écossance pourrait faire l'objet d'appel. Mais pour la première fois, Julien ne ressentait aucune crainte de ce qui allait suivre. Il avait Olivia à ses côtés, non seulement comme collègue, mais comme la femme qu'il avait tirée des ombres de son ancienne vie pour le mener à la lumière de quelque chose de réel. Ce soir-là, Julien et Olivia étaient assis dans un bar confortable niché à Greenwich Village. Une lumière jaune et chaude vacillait sur les briques apparentes. Un trio de jazz jouait un saxophone doux, remplissant la pièce d'une sorte de paix qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Ils trinquèrent avec leur verre de vin rouge. « Un Millbridge, dit Julien. »« À la vérité, ajouta Olivia, les yeux brillants. Elle lui parla de ses prochaines étapes, comment, une fois sa licence officiellement rétablie, elle prévoyait d'ouvrir un petit cabinet d'avocats dédié à la défense des travailleurs sous-représentés et des victimes d'abus d'entreprise. Julien partagea sa vision de créer une fondation d'aide juridique portant le nom de la mère d'Olivia. « Elle mérite qu'on se souvienne d'elle, dit-il. Olivia hocha la tête, les yeux perdus dans ses souvenirs. « Avant, je pensais que la justice était une destination, dit-elle, mais maintenant je sais que c'est un voyage, et je suis contente que tu en aies parcouru une partie avec moi. » Julien se pencha, le cœur battant. « Je veux tout parcourir avec toi, Olivia, non pas parce que je suis courageux, mais parce que tu me donnes envie d'être meilleur. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle prit une gorgée de son vin, pensive, mais la douce courbe de ses lèvres en disait assez. Elle sourit, calme et certaine. Ils restèrent là, deux personnes qui n'étaient plus définies par ce qu'elles avaient perdu, mais par ce pourquoi elles avaient choisi de se battre. Et même si demain pouvait apporter de nouvelles batailles, ce soir, ils avaient gagné, non seulement contre Écossinte, mais contre l'obscurité qui vivait autrefois en eux. La salle de bal de l'Hôtel Plaza à Manhattan scintillait sous les lustres en cristal, leur lumière se reflétant sur les coupes de champagne et les robes étincelantes. Le gala pour le lancement de la fondation Reed & Cross pour la justice avait attiré des centaines d'invités. Avocats, militants et familles de Millbridge, ceux à qui Écossinte avait autrefois volé leur santé et leurs espoirs. Sur scène, une grande bannière proclamait « Pour la justice, pour l'avenir ». Mais le véritable centre d'attention n'était ni la grandeur ni le luxe. C'était Olivia Reed, debout au micro dans une robe saphir profond, ses yeux brûlants d'une flamme qui ne s'était jamais éteinte. Julien Cross était assis au premier rang, vêtu d'un smoking noir. Il n'était plus le puissant milliardaire de Cross & Barrett, mais il ne s'était jamais senti aussi fier. Il regardait Olivia, la femme qui lui avait autrefois sauvé la vie dans un parking souterrain, qui avait l'habitude de laver les sols de son immeuble et qui se tenait maintenant comme un phare d'espoir pour des centaines de personnes dans la salle. 6 mois s'étaient écoulés depuis la décision concernant Écossinte. Pendant ce temps, Olivia avait retrouvé sa licence d'avocate, ouvert un modeste bureau à Brooklyn et cofondé la fondation avec Julien pour soutenir ceux qui étaient abandonnés par le système juridique. Pour lui, ce n'était pas seulement une collecte de fonds. C'était la preuve que la justice, bien que tardive, pouvait encore prévaloir. Olivia prit une profonde inspiration et sa voix retentit, claire et résolue. « J'avais l'habitude de laver les sols du même immeuble où je m'étais autrefois tenu pour plaider au tribunal, commença-t-elle. La salle devint silencieuse. J'ai été qualifiée de menteuse. J'ai perdu mon rêve de devenir avocate. Il y a eu des nuits où je ne pensais jamais me relever,
mais la vérité ne peut rester enfouie si nous refusons de l'abandonner. Elle fit une pause, son regard balayant la salle avant de se poser brièvement sur Julian. Je n'ai pas fait cela seul. Les familles de Millbridge se sont battues pour leurs enfants. Des amis comme Anna Torres ont tout risqué pour découvrir la vérité. Et un homme, autrefois mon adversaire, a choisi de se tenir du bon côté. La justice n'est pas une destination. C'est un voyage. Et nous le parcourons ensemble. La salle éclata en applaudissements. Julian sentit sa poitrine se serrer, non pas de fierté, mais en sachant qu'Olivia parlait pour eux tous, pour ceux qui étaient autrefois tombés, avaient perdu la foi et avaient retrouvé leur chemin. Il applaudit, les yeux rivés sur la femme qui avait transformé sa vie. Plus tard, pendant le cocktail, les familles de Millbridge se mêlaient aux donateurs, leurs tenues modestes se fondant dans les robes élégantes et les smokings. Julian trouva Olivia près d'une fenêtre, regardant la skyline illuminée de Manhattan. Elle tenait un verre d'eau, pas de champagne, et le sourire sur ses lèvres portait une pointe de réflexion tranquille. « C'était un discours incroyable, » dit Julian en s'approchant. « Tu as donné envie à toute la salle de se lever et de se battre. » Olivia se tourna vers lui, souriant faiblement. « Je n'ai dit que la vérité, Cross. Et cette fois, personne ne pouvait m'accuser de falsification. » Il se tint à côté d'elle, épaule contre épaule, tous deux contemplant la ville. « Tu sais, dit-il doucement, je pensais que j'avais tout, l'argent, le pouvoir, le prestige. Mais quand tu m'as crié dessus dans ce garage, tu ne m'as pas seulement sauvé de cette voiture. Tu m'as sauvé de moi-même. » Olivia le regarda, ses yeux doux mais fermes. « Tu n'avais pas besoin de moi pour te sauver, Julian. Tu as fait ton propre choix, et je suis contente que tu l'aies fait. » Julian prit sa main, sentant la chaleur de ses doigts. « Je ne suis plus milliardaire, Olivia. Plus de bureaux au 47e étage. Plus de Bentley. Mais si tu veux de moi, je veux parcourir cette route avec toi, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu me donnes envie d'être meilleur chaque jour. » Elle sourit, pour la première fois sans aucune barrière. « Tu es sûr de ça, Cross? Je suis une avocate fauchée de Brooklyn. Je ne suis pas exactement facile à vivre. » Il gloussa, la rapprochant un peu plus. « J'en suis sûr, et je parie que tu gagneras toutes les disputes que nous aurons. » Ils restèrent là, au milieu de la musique douce et de la lumière dorée, sachant que l'avenir ne serait pas facile. David Harper avait plaidé coupable dans le cadre d'un accord avec les procureurs et avait été condamné à 12 ans de prison pour fraude, corruption, obstruction à la justice et tentative de meurtre. Écossinte faisait face à une vague de nouvelles poursuites et leur fondation n'était que le début d'un long combat. Mais Julian et Olivia n'avaient pas peur. Ils avaient affronté les ténèbres et avaient gagné. À la fin du gala, ils sortirent dans l'air nocturne. Le ciel au-dessus de Manhattan scintillait et la brise portait une odeur de pluie et de fumée de la ville. Olivia inclina la tête, le regardant. « Merci, Julian. » dit-elle doucement, sincèrement, d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. « Merci à toi, répondit-il, de m'avoir donné une chance de réparer les choses. » Ils se tinrent la main en descendant l'avenue, les lumières de la ville éclairant le chemin devant eux. Olivia Reed, autrefois concierge, était maintenant une flamme de justice. Julian Cross, autrefois milliardaire, était maintenant l'homme qu'elle avait choisi, non pas pour son pouvoir, mais pour son courage de changer. Et quelque part dans la lumière de Manhattan, leur message résonnait. N'entrez pas dans la voiture, ne restez pas silencieux, et ne croyez jamais qu'une personne qui a eu tort ne peut pas avoir raison à nouveau.